Olivier Landron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF Anjou. Olivier Landron, vous êtes historien, professeur à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, cofondateur de la filière sciences politiques de cette même université, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'Église catholique, l'histoire contemporaine, mais l'histoire aussi de ses liens avec les différentes composantes de cette Église catholique. Et vous signez ce nouvel ouvrage, tout récemment aux éditions du Cerf, La famille catholique du 19e à aujourd'hui, au prisme du politique. C'est Mmh. ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors tout d'abord, expliquez-nous tout simplement pourquoi vous avez souhaité écrire une histoire de la famille catholique. Voilà, j'ai voulu faire cet ouvrage parce qu'au fond, il y avait assez peu de synthèse et le sujet avait parfois été abordé via, la sexualité, via le couple, mais une histoire, qui soit, réalisée à partir d'archives surtout. Des archives de l'Église catholique, hein, du CNAEF en particulier, mais d'autres sources d'archives. Ça n'avait pas été réalisé. Il y avait, à mon sens, un manque, voilà, et donc je me suis engouffré dans cette brèche et j'ai voulu faire quelque chose d'assez novateur, si possible, voilà. Est-ce que c'est les différentes évolutions sociétales auxquelles l'Église catholique et les catholiques français ont été confrontés ces dernières années qui vous ont aussi poussé, voilà, à vous intéresser à cette histoire-là? Parce qu'il y a de la matière Ouais. depuis quelques années, hein. Alors certainement, moi ce que j'ai voulu faire, c'est, ce qui se faisait moins auparavant, où on avait des histoires plutôt internes, c'est-à-dire le couple catholique et cetera. Là, j'ai voulu, travailler le rapport entre la famille en général, l'Église catholique, mais en grande partie sous l'angle politique. Ce qui avait parfois été fait, mais pas de manière systématique, et c'est Mmh. ça qui m'intéressait. Alors, la famille, c'est un élément clé, c'est quelque chose de très, très important pour l'Église catholique. On le sait aujourd'hui, elle s'est même un petit peu basée là-dessus. Elle est Mmh, d'ailleurs, elle est née finalement ouais. dans une famille. D'accord, ouais, Jésus, Marie, Joseph. ouais. Voilà, donc c'est quelque chose de très important. Mais pour autant, ce que vous dites dans votre livre, jusqu'au 19e siècle, on s'est peu intéressé, enfin l'Église catholique s'est peu intéressée à la famille, au modèle familial en tant que tel. Au point de vue spirituel, on lui proposait pas grand-chose. Voilà, et voilà. C'est vrai que le couple, vu comme, un ensemble, je dirais de comme un lieu de relation entre le mari et son épouse, ça c'est quelque chose en fait qui a été, assez longtemps ignoré. L'Église s'y est peu intéressée et au fond, on a eu quelque chose de plus organisé à partir, en gros, des équipes Notre-Dame, hein, du père Caffarel, mais ça Ça, c'est à partir c'est du 19e. l'entre-deux-guerres, c'est Mais je veux dire l'entre-deux-guerres, et entre, les débuts de l'humanité jusqu'au début du 19e, on se marie, on veut se marier, on va voir le prêtre, voilà, c'est c'est ça. simple, Ça quoi. a un côté très juridique, Ouais. probablement trop juridique. C'est essentiellement du droit canon, et en fait, la dimension spirituelle qui est pourtant essentielle, parce qu'un couple, ça n'est pas que du canonique, ça n'est pas que du droit, c'est une vie de relation, et en Mais ça, on s'y fait, intéresse pas trop, par exemple, non, au ça Moyen Âge. intéresse pas parce que pendant très longtemps, quand on parlait de relations et cetera, parlait d'échanges. Alors d'abord, il faut rappeler que tout le 19e siècle, je dirais, l'Église catholique a quand même un côté, c'est le retour d'un certain jansénisme, une forme de puritanisme, donc des prêtres, d'ailleurs on va le voir avec l'abbé Violet, fin 18e, début 20e siècle, hein, qui crée l'association du mariage chrétien, AMC, tout à fait importante. Lorsque ce prêtre-là s'intéresse aux questions de sexualité, il est montré du doigt, il est marginalisé. L'Église ne doit pas parler de ça. Ça, c'est le retour très important du jansénisme tout au long du 19e siècle, pardon. Et c'est aussi une forme de puritanisme qui, pourtant, le puritanisme est anglican à l'origine, hein, c'est l'époque de la reine Victoria, et cetera. Mais il interfère, en tout cas, il se traduit, il arrive aussi dans le catholicisme au XVIIIe siècle, et donc tout ce qui relève du couple, de l'intimité du couple, c'est quelque chose qu'on aborde très peu. Alors Mais que pour autant,
oui. certains souhaitent l'aborder, vous l'avez Oui, bien dit. sûr, hein, et Ce ça vient prêtre-là, parfois Violet, d'ecclésiastiques. Je passe à l'abbé Violet parce que c'est ouais. quelqu'un tout à fait important, avec les œuvres du Moulin Vert. Ça a été quelque chose de tout à fait essentiel, où justement il commence à vouloir donner une dimension à la fois, spirituelle et sociale aussi au mariage chrétien, au Et couple pourquoi aussi. il s'y intéresse, lui, spécifiquement, à cette Bah, question-là? je pense tout simplement que lui, il constate à l'époque un manque. Il voit beaucoup de ses confrères qui passent à côté de ce qu'est le couple, qui n'accompagnent pas suffisamment bien, parce que tout simplement, ils restent dans des, alors ils ont des préjugés parfois et puis ils sont très vite, dans le domaine Mmh. du droit canonique qui a son importance, mais qui est totalement insuffisant pour accompagner les couples. Et peut-être qu'il voit aussi, de nombreux échecs de couple Oui, qui les alors poussent à se dire: «Ah, dis donc, tout à il faudrait fait. peut-être qu'on prépare un peu Il mieux, voit le ces jeunes au développement mariage». très progressif, il voit des couples effectivement divorcés et puis, il a le souci de voir ce qui se passe dans les milieux populaires aussi. Il veut que son œuvre s'ouvre à toutes les composantes de la société et pas simplement, on va dire, pour aller très vite, au milieu entre guillemets «privilégié». Mmh. Il y a aussi donc, vous l'avez évoqué, les équipes, Notre-Dame Oui. avec le père, Caffarel. Ça c'est aussi, ça c'est les années 1920-1930 Voilà, c'est aussi. l'entre-deux-guerres, ça donnera naissance, en 1939, donc vraiment, juste à l'entrée de la 2e guerre mondiale, ou à ce qu'on appellera les équipes Notre-Dame. Mmh. Donc là, un accompagnement, au mariage, envers les mariés, à partir de cette époque-là. Vous le dites dans le livre, on essaye aussi de répondre à la crise démographique aussi à cette époque-là. Enfin, l'Église Voilà, a ce souci-là, voilà, enfin, parce que la l'Église, France a ce problème. c'est ça, parce que alors c'est dans le cadre français, l'Église de toute façon, traditionnellement, c'est une institution nataliste. A Mmh. toujours, et on le voit encore aujourd'hui. Mais il se trouve que, au 19e siècle, et ça commence en gros, à partir, on peut même déjà dater ça de l'époque des Lumières, vers 1750, puis ça «s'aggrave» entre guillemets, à l'approche des années 1780. On voit effectivement des couples en France qui font de moins en moins d'enfants. Ça a interrogé beaucoup les démographes et la démographie, ça a été longtemps une spécialité française. Faut penser à des personnages importants comme Alfred Sauvy, qui développe l'INSEE, qui n'est pas le fondateur, mais qui lui donne ses lettres de noblesse. Et la France est marquée, alors surtout au XIXe siècle, par une baisse démographique très étonnante, puisque nos voisins européens ne sont pas concernés. Mmh. Voilà, et l'Église, de ce fait-là, va aussi, s'interroger à cette question, sur ce phénomène. Elle va essayer de l'analyser, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, on peut faire une rapide sociologie religieuse, mais les familles qui ont beaucoup d'enfants, au XIXe siècle, c'est surtout dans les régions catholiques. On le Mmh. sait très bien, c'est ce fameux croissant appelé fertile, fertile au plan de l'évangélisation et fertile au plan aussi démographique, Mmh. qui part, du Nord Vendée, qui remonte sur la Bretagne, on prend les Flandres et on redescend côté est, donc c'est l'Alsace, la Lorraine, on descend sur le Lyonnais, la région de Saint-Étienne, voilà, et Est-ce puis qu'on peut y voir aussi, une différence avec, les protestants et voilà. catholiques aussi? Alors oui, alors les protestants effectivement, tout simplement parce qu'ils vont accepter beaucoup plus tôt que les catholiques, enfin les catholiques, en tout cas je pense, à l'église anglicane qui, assez rapidement, début 20e, va, par exemple, accepter, alors il y a des tensions aussi dans l'anglicanisme, par exemple la contraception. Et là, il y a un vrai clivage, ça c'est certain, entre catholiques et protestants. Mmh. Là, vous avez fait un petit bond en avant, hein, Ouais. en parlant de contraception, on va y venir. Mais, tout de même, vous dites, il y a ce souci-là, de répondre, aussi à la crise démographique, du point de vue de l'Église catholique dans les années 20-30, enfin début du XXe siècle. Est-ce qu'on peut voir aussi, le fait que l'Église cherche enfin, voit en la famille le rempart face aux idées nouvelles qui arrivent, du modernisme, les nouvelles idéologies qui arrivent, le capitalisme, le communisme, tout ça? Est-ce que Oui, oui, alors ça c'est certain que, l'Église effectivement voit, dans une vision, on va dire, classique ou traditionnelle, effectivement la famille est vue comme un rempart, effectivement, face aux comme un idées socle, dites, quoi? voilà, face aux idées dites nouvelles,
que vous avez évoquées. Tout à fait. Ouais. Ça sent, mais on en reste à une vision qui est surtout défensive. On ne va pas plus loin. Heu et on ne cherche pas exactement à regarder comment fonctionne la famille, comment un couple, par exemple, va pouvoir s'épanouir. On n'est pas du tout là-dedans. Ça, ces questions-là, c'est très tardif et on commence à s'interroger à ces questions-là, à s'intéresser à ça, À je partir du dirais, Concile Vatican II? un petit peu avant parce qu'il y a Mmh. des pionniers comme le père Dei. Alors les jésuites font beaucoup pour ça aussi. Il faut rappeler, les retraites qui se passent au Châtelard. Les jésuites, surtout le père Dei donnera naissance au CPM, les centres de préparation au mariage, Mmh. hein, dont le développement est notable, ça commence au début des années 1950, mais effectivement, on est après-guerre. On est après-guerre. Donc on va dire que cet intérêt, au départ, ce sont des prêtres pionniers, ils sont quelques-uns. Il n'y a pas, de la part, par exemple, des évêques français, une vision systématique, une réflexion systématique sur cela. On voit quelques prêtres s'intéresser, par exemple, à la vie des couples, mais ça reste tout à fait Marginal. marginal, ouais. Mmh. Vous l'écrivez, à partir donc de Vatican II, la famille, est vue par l'Église comme un don mutuel et désormais pour nombre de théologiens moralistes, la relation au sein du couple devenait un élément central, même si la procréation et l'éducation restaient l'une de ses, raisons d'être. Donc voilà, on voit qu'il y a une évolution tout de même, à partir de Vatican II. Mais en parallèle de cette période-là, à partir des années 60, on a différentes évolutions sociétales qui arrivent et qui vont profondément, chambouler, les familles catholiques et même diviser les catholiques entre eux. Ouais. Alors, tout à fait. Alors je pense que la première chose, ça concerne la question de l'espacement des naissances. La régulation des Mmh. naissances, avant de parler de contraception. Dans les années 1950, par exemple, il y a des études, je pense au rapport, du père, François Dantec, de l'abbé François Dantec qui est du diocèse de Quimper et il fait une étude et il remarque que, dans un diocèse où il y a des familles nombreuses, hein, c'est la Bretagne, c'est le Finistère, où, il est, témoin de couples qui viennent le voir et qui, lui, font part de leurs difficultés à, espacer les naissances. Donc alors c'est pas d'ailleurs directement la contraception, mais le fait de pouvoir espacer les naissances, ce sont des réflexions dans les couples catholiques, on avait beaucoup moins avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on va trouver dans les années 1950 et c'est intéressant cette question-là parce que 10 ans après, on aura la naissance, même dès 1956, on aura la naissance du planning familial, qui s'appelle d'abord la maternité heureuse et on trouve là-dedans une personne qui sera très écoutée des évêques. On voit ça dans les archives, très fréquemment, qui s'appelle Évelyne Sullereau, qui est une sociologue. Et par exemple, elle est, l'une des fondatrices, cofondatrices de la maternité heureuse, qui deviendra le planning familial, Mmh. avec un modèle américain et ce qui est intéressant, c'est que là, de plus en plus, y compris, dans l'Église catholique, mais voilà, surtout en dehors, parce que le planning familial, à l'origine, a été essentiellement, soutenu idéologiquement par la franc-maçonnerie, très clairement, donc avec une attitude, plus ou moins anticléricale, bien qu'Evelyne Sullereau, elle-même, a beaucoup, travaillé, et a souvent rencontré des évêques français, a souvent été sollicitée. Mmh. Parce qu'elle avait une ouverture aussi sur les questions religieuses. Elle-même était protestante d'ailleurs de confession. Et ce qui est intéressant, c'est que, de manière un peu étonnante, hein, lorsque le planning familial va se développer et entre, 1963 et 1965, il y a une trentaine de centres qui s'ouvrent et par exemple, moi j'ai l'exemple de celui de Bordeaux où on verra des femmes catholiques, par exemple, intégrer le planning familial, s'y rendre assez souvent pour des conseils sur la contraception, dite chimique qui va, être autorisée en France de Mmh. manière, assez Donc paradoxale. ça, c'est la loi Neuwirth, Voilà, c'est c'est ça? la fameuse loi Neuwirth 1967 où Neuwirth, qui est un député, qui est un médecin, un député gaulliste, va
persuader De Gaulle, qui est pourtant farouchement nataliste, mais Lucien Neuwirth, va d'abord convaincre Yvonne de Gaulle, donc l'épouse du général de Gaulle, pour après aller vers le général. Et en gros, l'argument d'Yvonne de Gaulle, c'est de dire il faut faire quelque chose pour les femmes qui ne réussissent pas, entre guillemets, à espacer les naissances. Mmh. Voilà. Et c'est très étonnant. Ça reste pour moi d'ailleurs une question pas totalement élucidée. Comment quelqu'un comme De Gaulle, qui est farouchement nataliste, qui voit à travers les naissances non désirées, comme ils disent, une force pour la démocratie française, comment cet homme-là change assez radicalement en 1967. Alors certains diront c'est le vieillissement. Ça reste pour moi quelque chose de pas Pas complètement la réponse. élucidé. Non. Mmh. Donc, l'arrivée de la pilule contraceptive chamboule un peu les comportements de tout un chacun, touche aussi les catholiques. À un moment donné, l'Église catholique va devoir se prononcer sur ça. Ça va être Paul VI, l'encyclique Humanae Vitae. Et là, une partie des catholiques français vont se retrouver vraiment déçus de la part de Paul VI. Hein. Voilà, parce que alors dans cette encyclique, il y a le rejet de l'avortement, mais il y a aussi le rejet effectivement de la pilule contraceptive. Il faut rappeler qu'on est, voilà, on est en plein mai 68, donc dans cette révolution culturelle. Et cette encyclique, en France, passe assez mal auprès d'un certain nombre de couples catholiques, et elle passe mal aussi auprès d'une bonne partie de l'épiscopat français aussi. Ouais. Et cette partie-là, on peut la cataloguer, si on peut dire, la partie la plus progressiste, les catholiques progressistes, qui votent plutôt à gauche, qui se retrouvent Oui, oui, déçus oui, oui, de... on va essentiellement retrouver ça. Je veux dire, c'est là où va commencer ce clivage gauche-droite qu'on retrouve encore aujourd'hui Ouais, ouais, au ouais. sein du Oui, 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 catholicisme oui, oui, français. oui, oui. Oui, oui, la dimension dans le catholicisme, même à cette époque-là, alors qu'on l'a assez peu mise en valeur, je trouve, à tort, on est bien sur un clivage politique, qu'on le veuille ou non, sur ces questions-là. Et puis, il va y avoir la loi Veil, la C'est loi ça, la loi sur Veil, tout l'IVG. à fait, voilà. Il y a aussi la même année, hein, on est en 1975, on a aussi une chose très importante là aussi. On a la loi sur le divorce par consentement mutuel, tout à fait importante aussi, cette loi-là. Donc on a effectivement ces grandes lois sociétales qui sont votées sous un gouvernement de droite, mais surtout avec les voix de la gauche et du centre. Ouais. Donc c'est Vous- un autre paradoxe. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la pilule contraceptive concernant la réticence des évêques de France, qui étaient eux aussi déçus du positionnement de Paul VI sur Ouais, la tout à pilule fait. contraceptive. Voilà. Vous dites aussi qu'ils ont été très timorés dans leur réponse à la loi Veil, à l'autorisation Voilà, de alors l'IVG. voilà, sur la pilule contraceptive, beaucoup d'évêques considèrent que ce n'est pas un problème moral. En fait, et que certains couples, alors ils considèrent que ce n'est pas l'idéal dans la vie de couple, mais que ça peut être nécessaire pour espacer les naissances. Mhm. Je vais très vite, mais c'est ça. Quant à l'avortement, effectivement, on remarquera que assez peu d'évêques se mobilisent, et que lorsque l'archevêque de Paris, Cardinal Marty, va un petit peu tenser les évêques français pour leur dire, voilà, il faudrait quand même un petit peu avoir une parole forte sur la question de l'avortement. Il ne le fait qu'après l'intervention directe du pape Paul VI, qui lui dit en tant Et que... pourquoi les évêques sont si timorés sur cette question-là de la condamnation de Oui, l'IVG? oui, oui, c'est ça. Bah, je pense tout. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense tout simplement que dans les années 70, et d'ailleurs ça va perdurer, me semble-t-il, beaucoup d'évêques français ne font pas de la famille tout simplement le centre de leur activité, de leur apostolat. La famille n'est pas au centre, hein, souvent. Mmh. Et alors, on dira, il y a des mouvements qui existent. Effectivement, les équipes Notre-Dame, les CPM, etc. Mais
On remarque alors certains ont des C'est faiblesses, le hein, parent pauvre ah oui, c'est de complètement la le parent pastorale pauvre. Là, catholique en les France. archives sont remplies, de délégués à la pastorale familiale qui considèrent qu'ils n'ont pas les moyens et que les évêques, se mobilisent assez peu. Alors ça vient aussi, d'un Est-ce que les élément. évêques ne seraient pas aussi, partisans de ces idées nouvelles, qui arrivaient aussi, hein? Alors oui, alors l'argument donné par certains, c'est que les évêques étant des prêtres, étant des hommes célibataires, leur compréhension, leur intérêt pour le couple, hein, enfin leur manque d'intérêt, mais qui serait lié à l'état de célibat, Oui. du célibat, les empêcherait, enfin en tout cas, ne les pousserait pas à s'intéresser plus que ça à la question familiale et de fait, la question, strictement familiale, on voit les commissions. D'ailleurs, la commission familiale change plusieurs fois de nom et ça, donc on a quelque chose d'instable au plan institutionnel et quand vous avez une institution qui change régulièrement de nom, ça veut dire qu'elle fonctionne assez mal en général. Mmh. Ouais, c'est bien ce que vous le disiez, hein, ces nouvelles législations portant sur des thématiques allant de la contraception à la PMA en passant sur l'avortement ont profondément divisé les catholiques Ouais, français. Elles ont également instauré des tensions palpables sous les pontificats de Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI entre Rome et l'épiscopat français, dont une grande partie est donc restée silencieuse, peu encline à intervenir dans le champ politique par crainte d'être assimilée au parti de la droite ouais, nationale. ouais. D'où aussi cette question-là, voilà, est-ce que les évêques avaient peur d'être assimilés à l'extrême droite? Et on peut le rappeler d'ailleurs, le seul parti tout de même qui prévoyait, l'abrogation dans son programme, l'abrogation de l'IVG jusqu'en 2002, c'est le Front national. Ouais, Et donc cette ouais, peur de ouais. l'épiscopat, Ouais, non mais, d'être récupéré par un voilà, parti ça c'est très politique. clair et on peut prendre l'exemple de Monseigneur Julien, archevêque de Rennes, qui a été, longtemps un évêque, l'évêque qui s'est occupé des questions familiales. S'il n'a pas, à plusieurs reprises, il avait été sollicité par les AFC, et les, mouvement très important aussi, hein, les associations familiales Mmh. catholiques, pour justement, participer à des marches, contre l'avortement et il ne l'a pas fait en général, il s'est pas mobilisé. Parce qu'il avait l'impression qu'une partie des membres des AFC, il avait peur qu'ils soient proches, enfin il remarquait en tout cas que certains d'entre eux étaient proches du Front national et c'est bien cette peur du Front national d'être récupéré par ce parti politique qui explique très, très largement, à mon sens, le le manque d'intérêt ou enfin en tout cas Mmh. le peu de mobilisation de l'épiscopat français, autour des questions de l'avortement. Et puis, je reviens à une précédente de mes questions tout de même, mais est-ce que c'est pas parce que l'épiscopat français, se trouve plutôt dans la frange progressiste et à gauche, des catholiques français? Pensent de cette manière-là, ils Ouais, pensent comme oui, alors certainement qu'il y a l'aspect politique, le fait que, tout à fait. Il faut voir c'est des aussi que évêques plutôt à gauche que oui, plutôt à plutôt à droite, on gauche va et dire. oui, oui, c'est clair. Il faut aussi ajouter autre chose le mouvement, qui est important, fer de lance, hein, pour l'épiscopat français des années, ça a été beaucoup montré, hein, dans les années 1970-1980, c'est la JOC, c'est la JOC, c'est l'ACO et surtout la JOC Donc l'Action catholique, hein. Mmh. ouais, dans l'action catholique spécialisée. Mmh. Elle est tournée entre guillemets «vers le monde ouvrier» et si on regarde la JOC ne s'intéresse pas à la question familiale. Elle ne s'y intéresse pas parce qu'elle s'intéresse d'abord et essentiellement à l'individu. C'est l'individu, d'ailleurs au sens large, qui intéresse les mouvements d'action catholique, beaucoup plus que la structure familiale. Ce qui fait que, au grand regret des évêques français, l'action catholique en général, heu, hormis quelques mouvements, ils sont très peu nombreux, ne s'intéressent pas à la famille, s'intéressent à l'individu. Or, comme beaucoup de ces évêques français ont été par le passé, dans les années 70-80, aumôniers des mouvements d'action catholique, il est assez logique, finalement, une fois qu'ils sont, ordonnés évêques, eh bien, leur intérêt pour la question familiale est assez réduite, n'est pas au centre de leur pastoral. Concernant des faits plus récents, qui sont donc le PACS, le mariage homosexuel, la PMA, la GPA qui est tant redoutée, là on a pu voir que les évêques se sont plus mobilisés contre
ces sujets-là. Qu'est-ce qui explique alors, cette mobilisation des évêques qui n'existait pas auparavant sur ces précédents Alors, sujets-là? oui, quand on dit mobilisation des évêques, le nombre Bon, d'évêques on va est dire que l'épiscopat était divisé voilà, aussi. l'épiscopat est déjà très divisé et très peu nombreux sont quand même les évêques qui participent aux marches, Mmh. heu voilà, de la manif Ça se pour compte sur tous les doigts d'une main peut-être, et oui, c'est vrai. voilà, ils sont très peu nombreux, heu et donc ils se mobilisent assez peu, tous mais l'argument évoqué, officiellement ou plus ou moins, officieusement, c'est la récupération politique, Ouais. Mais et sur la question de la PMA et de la GPA, on a pu voir ces derniers temps nos évêques, les plus médiatisés, les plus médiatiques, à l'époque monseigneur Petit, oui, monseigneur Rouget, voilà, monseigneur voilà. Mais Hayet, c'est Brel, une autre s'exprimer. génération, C'est une autre génération. plus récente effectivement, qui a davantage, pris le taureau par les cornes, je dirais, et vraiment s'est intéressée au sujet. Mais ça, Et c'est issu c'est aussi de assez la récent. frange plutôt conservatrice de Oui, droite là, de l'Église on va catholique. dire la branche classique. Mais Ouais. alors, il faut voir aussi, l'importance de Jean-Paul II, hein. Moi, peut-être, l'attribut, le plus important, enfin le qualificatif plus important à mon avis de Jean-Paul II, c'est pas de la famille. C'est vraiment tout à fait au centre. Alors, et la nouvelle évangélisation, mais la question de la famille. On remarquera que, ces évêques, ce sont un peu les fruits, de la génération Jean-Paul II. Mmh. Qui lui aussi s'est beaucoup intéressé à la sexualité, Oui, du bien sûr, couple, ouais. avec la Voilà, mais théologie du quand corps, effectivement. Jean-Paul II, comme prêtre, comme évêque, à Cracovie, s'intéresse à la question familiale, il est tout à fait aussi à part dans une Pologne extrêmement classique et déjà, il passe pour quelqu'un d'assez avant-gardiste en s'intéressant à ces questions-là. Alors Olivier Landron, pour terminer, on peut voir que, avant, les années 60, les évêques, n'avaient pas de division au sein même de leur propre camp. Dorénavant, ils sont un peu écartelés entre 2 camps, dans leur propre camp, entre, on va dire gauche et droite, conservateurs et progressistes. Avec une parole maintenant qui devient assez inaudible en raison des scandales sexuels Mmh. qui apparaissent. Maintenant, l'Église catholique ne peut plus parler sur ces questions de morale sexuelle et autres. Plus personne ne les écoute. En tout cas, on s'en moque dans le monde des médias. Comment vous voyez-vous l'avenir finalement quelle conclusion pourrait-on tirer de votre étude historique sur la famille catholique? Oui, alors, je pense que l'Église catholique va continuer à défendre ce qu'on peut appeler on va dire, je dirais le modèle classique puisque, depuis les années 2010, alors que ce soit au plan politique, hein, François Hollande, lorsqu'il est élu, parle des familles et non plus de la famille. Ah, Mmh. c'est très le pluriel est très important, mais l'épiscopat français va reprendre ça aussi, hein, depuis à partir des années 2010, donc on a des évolutions importantes et là, on parle aussi des familles. Mais quand on dit des familles, ça pose la question, pour le coup, du mariage, en tout cas, du mariage catholique dans sa forme classique. S'il y a des familles, par définition, il y a plusieurs modèles et effectivement, ça pose des très gros problèmes, me semble-t-il, à l'Église catholique après, sur quoi va-t-elle s'appuyer pour défendre, pour le coup, la famille? Si elle propose, si certains évêques ou certaines commissions, proposent des modèles. Mmh. Ça, voilà. Alors effectivement, la question des scandales sexuels est un énorme problème. Il faudra probablement pour l'Église catholique, peut-être passer par une forme de purification, je ne sais pas si le terme est le meilleur, pour effectivement mais c'est la parole de l'Église catholique, effectivement n'est plus toujours très audible, comme vous dites, sur le sujet, parce qu'il y a eu ces faits, grave. Là, encore hier ou avant-hier, on a eu des révélations nouvelles sur l'abbé Pierre. Mmh. Et quand on voit la médiatisation de ce religieux, enfin de ce prêtre, effectivement, ça rend difficile, la parole de l'Église catholique sur le sujet familial. Et vous posez cette question en conclusion, comment concilier tradition et évolution sociétale sur le plan familial, recouvrant assez largement le clivage droite-gauche au sein de l'institution ecclésiale, et vous rajoutez la solidité institutionnelle de l'Église et son dynamisme apostolique en dépendent pourtant largement.
Quelle réponse vous apporteriez, vous, à cette question-là, d'ailleurs, que vous posez, mais que vous laissez sans Oui, réponse dans ce livre? oui, j'ai posé la question parce que je suis pas à même, d'apporter, Vous n'êtes pas encore devin. voilà, une solution. Ce qui est certain, c'est que, hem, il faudra que l'Église catholique tienne compte justement des dérives graves qui sont apparues depuis une trentaine d'années, en particulier autour des abus sexuels qui ont plus ou moins toujours existé. Il ne faut pas pas penser que c'est quelque chose d'ultra récent, ça a toujours existé. Simplement l'Église catholique pendant longtemps s'est tue devant ces faits-là. Il fallait pas en parler, Comme la et société en cetera. général Oui, aussi oui, la s'est tue, société hein. aussi, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Or, il faut tenir compte de ça et il faut, pour l'Église catholique, croire dans la famille, certainement. Croire en Dieu, c'était prioritairement, et croire dans la famille aussi. De toute façon, Croire en c'est Dieu, vous avez lié. raison. Voilà, croire dans la famille parce que c'est à partir de là, c'est quand même à partir de la famille qu'on construit une société et c'est certainement à partir de la famille que l'Église doit ou devrait, voilà, pouvoir aussi, réévangéliser. Le message de l'Église, sera d'autant plus solide qu'elle s'appuiera aussi sur les familles et pas simplement sur les marges. C'est important d'aller vers les marges, vers les personnes qui sont loin de l'Église, c'est évident, mais ne pas oublier que je dirais le fonds de commerce de l'Église, c'est beaucoup dire, mais enfin, en tout cas, que Le sa cœur. base, le cœur de l'Église, ce sont quand même aussi, eh bien, les familles chrétiennes, qu'on le veuille ou non. C'est quand même à partir de là, c'est à partir de là que ça part aussi. Donc, j'ai pas de conseil à l'Église, c'est pas la question, mais en tout cas, il est certain que plus l'Église catholique s'appuiera sur la famille, au sens classique du terme, donc avec un père, une mère et des enfants concrètement. Alors après, il y a aussi, c'est vrai, des familles éclatées malheureusement. Il y a aussi des personnes, pour différentes raisons qui ont eu maille à partir avec leur famille. Tout ça, l'Église doit le prendre en compte. Mais, il y a un il y a un cœur, comme vous dites, qui lui permettra d'être, je dirais, de faire passer le message du Christ, qui est quand même de s'appuyer sur la famille au sens classique du terme. Voilà. La famille catholique du 19e à aujourd'hui au prisme politique, c'est paru aux éditions du Cerf. C'est votre dernier livre, Olivier Landron, que vous venez de sortir, historien, professeur à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, cofondateur de la filière sciences politiques. Encore merci Je vous d'être, remercie. venu nous en parler sur RCF Anjou.